Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Jean-Paul. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, Baldé, première question. Merci. Et la première évocation de votre nom au niveau du CNT, c'était des petits malentendus. Quel est le climat de travail aujourd'hui au niveau du CNT? Est-ce que tout est revenu à la normale? Absolument. D'abord, si on parle... Qu'est-ce qui s'était même passé? Racontez-nous. Il n'y a pas eu de coup de poing quand même, hein? Non, pas du tout. Non, pour revenir à la question de fond, le climat est très bon parce qu'il y a de la climatisation. Ça, bien, oh là là. Dans les propos aussi? Oh là là. Non, mais ça c'est pour tout un va peu pour le amuser. mieux dans le meilleur des mondes. Absolument, je pense que effectivement, il y a de la climatisation, il y a le café, il y a de l'eau qui sont tous distribués. Et pour eux, sur le fond, je pense que le CNT fonctionne absolument à la manière d'une institution parlementaire, à la différence qu'il n'y a pas de groupe qui soutiennent de manière exclusive des opinions convergentes. Donc, il y a des aspects sur lesquels tel M. X ne défend pas la même position que M. Y, et ainsi de suite. Voilà, et donc je pense que c'est la présidence dans ça. Non, mais je pense que la présidence dans ça, au-delà de ce que les apparences et ce qui a été qualifié d'incident peut laisser supposer, je pense que pour l'instant... moi personnellement, je pense que les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je pense qu'il y a deux remarques essentielles qui me semblent pour l'instant résulter de ces travaux que nous avons fait ensemble. Premièrement, c'est d'abord la détermination, en fait, je crois, du président, l'engagement du président du CNT. Je crois de mener avec assez de succès en tout cas cette mission. Ceci se voit dans les négociations, dans la manière dont il consulte et dans l'ouverture surtout de son bureau au conseil, n'est-ce pas, et les instructions fermes qui ont été données en ce sens, pas d'obstacles sérieux en fait pour avoir accès à lui. Et le deuxième aspect finalement, c'est qu'en réalité, alors que on pourrait supposer raisonnablement qu'il n'a pas d'expérience parlementaire, j'ai l'impression qu'il s'en sort parce que il s'en sort excellemment parce que la dernière fois, avant-hier, jeudi en l'occurrence, nous y sommes restés jusqu'à 2h du matin. Je ne suis pas sûr que son expérience, sa détermination ait été étrangère justement à notre aptitude à rester jusqu'à 2h. Il a pris cette décision, il a conduit les débats avec assez d'humour, ce qui a beaucoup motivé, assez d'humour et de fermeté lorsque c'est nécessaire. Grosso modo, l'intérêt de votre question, c'est de savoir est-ce que ça va bien. Je pense sincèrement qu'au-delà des apparences... C'est lui qui a pris la décision ou bien c'est l'ensemble des conseillers qui sont entendus de prolonger les débats? Je pense que c'est conforme aux institutions parlementaires de faire ce qu'on pourrait qualifier de technique de rationalisation du parlementaire ou du travail parlementaire. C'est à lui, il peut proposer et ensuite, lorsqu'on considère qu'une question est déterminante, on peut, avant de partir, rester pour la boucle. Et de toutes les façons, il y avait quelle urgence forcément cette nuit d'avant-hier à adopter le règlement intérieur. Et je pense que lorsqu'on regarde les dispositions pertinentes de la charte, il est indiqué justement qu'après la mise en place du CNT, celui-ci, n'est-ce pas, agit, n'est-ce pas, dans le contexte d'une session permanente et que ce CNT adopte justement son règlement intérieur dès la première session. Donc on pourrait, du point de vue de l'esprit justement des prescriptions pertinentes de la charte, considérer effectivement, et aussi pour des raisons de confidentialité, compte tenu notamment de l'incident de base, le président, me semble-t-il, a estimé, et a raison je crois, qu'il était peut-être intéressant, n'est-ce pas, que nous terminions cette question d'importance essentielle avant de passer à autre chose. Et sur le dernier point, il a d'ailleurs décidé, il a proposé ce qui a été accepté, n'est-ce pas, que nous travaillions sur le fondement du huis clos, qui n'est pas, n'est-ce pas, un obstacle à la confidentialité puisque les prescriptions de l'article 68 de la charte prévoient justement que les séances du CNT sont en séance publique, les travaux du CNT, mais le huis clos peut être prononcé. Et ceci n'est pas un obstacle. Mais qu'est-ce qu'il y avait à cacher ce jour? Ceci n'est pas un obstacle parce que la presse privée, la disposition de l'article 68 prévoit justement que lorsque le huis clos est prononcé, eh bien, l'exigence qu'on impose justement au CNT, c'est que les travaux, les débats sont versés au journal officiel. Le deuxième aspect, je termine sur ce point, je crois que le président du CNT a fait une décision qui m'a semblé d'ailleurs modérer un peu finalement ce huis clos puisque au moment de délibérer, je vais dire au moment du processus décisionnel, effectivement les journalistes
À 2 heures. Oui, à 2 heures pour tout le monde. Alors on va le règlement. Non, le CNT n'est plus l'église ni la mosquée, monsieur Koutabedino. Si vous permettez, parce qu'on a que 10 minutes. On a que 10 minutes. On va l'entendre sur cette tournée, parce que c'est le motif de sa présence ici. On a voulu vous avoir avant que vous ne preniez la route pour aller à l'intérieur. On apprend que l'heure est au dernier réglage. Le départ est très très imminent selon nos informations. Peut-être que vous allez confirmer. Beaucoup de débats sur l'opportunité de ce déplacement. Pour vous, est-ce que c'était opportun pour vous d'aller à l'intérieur? On apprend que c'est pour aller recueillir les aspirations des populations sur cette transition. Est-ce nécessaire véritablement? Et c'est quoi le budget? Non, la question du budget me semble une question des implications, justement parce qu'on ne peut pas, me semble-t-il, déterminer l'opportunité du voyage à l'intérieur au regard du seul argument économique. Il me semble que ce serait une conception assez minimaliste de l'intérêt ou des implications financières du fonctionnement démocratique des États, puisque chaque 5 ans, on organise des élections pour lesquelles on n'a parfois même pas de budget, il faut demander à l'étranger. Pour revenir au fond de la question, me semble-t-il, est-ce que c'est opportun? On peut avoir plusieurs perceptions, et c'est d'ailleurs ça la démocratie, comme vous le savez, mais je pense que l'opportunité du voyage s'apprécie au regard d'un ensemble de considérations. D'abord, historiquement, on sait qu'il y a toujours eu, nous sommes un État déconcentré et qu'à ce titre, le président de la République a des représentants partout, n'est-ce pas, jusque dans les sous-préfectures. Nous sommes un État décentralisé, nous avons donc des élus locaux partout, nous avons des associations partout. On peut donc considérer que tous ces gens peuvent remonter des infos et que tout peut marcher. On commence à avoir l'habitude des sondages. Voyez-vous, malgré l'existence de cette structuration décentralisée de l'État, de cette structuration déconcentrée de l'État, vous et nous tous savons que le procès en exclusion des gens de l'intérieur du pays dans la conception de certaines questions fondamentales a toujours existé. On a toujours estimé qu'ils sont exclus. Et donc, peut-être faut-il, cette fois-ci, pour des raisons ne serait-ce que symboliques, justement, aller consulter ces gens de l'intérieur. D'ailleurs, il y a eu un guide d'entretien qui a été rédigé avec un ensemble de questions essentielles, mais qui n'exclut pas justement que les habitants eux-mêmes posent des questions, donnent leur avis sur leur conception des institutions. Voyez-vous, l'intérêt, et je termine sur ce point, me semble-t-il, ne repose pas seulement sur la dimension financière, mais repose aussi, M. Diallo, sur le rapport avec l'article 57 de la Charte qui confère justement au CNT la responsabilité justement de la soumission, de l'élaboration du projet de constitution et de sa soumission par référendum. En définitive, sur ce point, si on soumet au peuple guinéen par référendum une constitution sur laquelle il ne s'est pas prononcé ex ante, ne serait-ce que pour donner des avis généraux, il me semble que ce serait une conception démocratique, mais un peu biaisée du point de vue... N'oublions pas qu'historiquement, en droit constitutionnel, il y a dans certains processus l'exigence même d'élire les gens qui rédigent le projet de constitution. Attention, il y a en droit constitutionnel l'exigence même pour... Ça s'appelle les constitutions les plus démocratiques en fait. On élit à la base ceux qui rédigent le projet. Ensuite, on soumet ces mêmes projets au référendum. Donc là, on n'élit pas, mais on part consulter ne serait-ce que pour avoir des avis généraux. Et bien. Donc c'est une démarche normale. Alors, en 10 jours, combien de villages vous allez parcourir et vous allez partir à Kosankoro? C'est quoi le modus operandi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous, on comprend. Comment vous allez organiser ces consultations? Comment toucher tous ces Guinéens? L'échantillon qui va être touché aussi. L'intérêt de la question, c'est finalement, est-ce que c'est une conception minimaliste de l'inclusion? Est-ce que c'est une farce? Ou est-ce que c'est une conception maximaliste? Il me semble qu'il y a un subtil équilibre. Votre question est très intéressante. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est limité dans les préfectures. Il y a 11 équipes, me semble-t-il, pour l'intérieur, avec 5 conseillers pour chaque 3 préfectures. Donc, on fera, moi, par exemple, c'est Labé, Tougué et Koubia. Ne me demandez pas comment je fais pour être choisi. Non, mais c'est quand même. Non, mais en fait, il y a les critères linguistiques qui ont été pris en compte, des critères linguistiques, des critères genres et des critères d'exigence de connaissance de certains terroirs. Vous ne parlez pas pour là. Moi, je ne parle pas très bien, je comprends un peu, mais je suis allé à Labé, je ne suis jamais allé à Koubia et à Tougué. Du coup, ils ont estimé que certains devaient aussi un peu connaître des zones qu'ils ne connaissent pas. Et ça devient le tourisme. Mais comment vous allez consulter? Pas du tout, parce comment vous allez consulter? Vous allez consulter comment avec des populations à la base qui ne connaissent pas, la plupart qui n'ont pas été à l'école? Non, justement, je vous dis que le premier critère, c'est la langue, justement. Dans mon équipe, par exemple, il y a au minimum 3 qui sont... Quels sont les 4
catégorie de personnes que vous allez rencontrer sur place. Et n'oubliez pas qu'il y a dans ces régions des Malinqués, des Kissi, des Thomas. Attention. Très bien, très bien. Comment ça va s'organiser? Voilà, comment ça va s'organiser? Il y a des équipes qui sont donc déployées à l'intérieur, n'est-ce pas? 11 équipes en l'occurrence, et là à Conakry également dans toutes les communes, et ensuite à Kassa en l'occurrence. Et ensuite nous avons un guide d'entretien, et comme je vous l'ai dit, ce guide n'est pas exclusif de la possibilité pour les gens de... Pour ce qui vous concerne, et en harmonie avec la question initiale, pour ne pas que nous nous perdions, en gros, il y a des gens qui vont quitter les représentations déconcentrées et décentralisées de l'État. Donc, il y a par exemple les maires des sous-préfectures des communes rurales qui viennent dans la préfecture. Il y a également des représentants des associations, des jeunes et autres qui remontent dans la capitale, dans les différentes préfectures justement, et qui seront avec nous pour discuter. Autrement, toutes les représentations socio-professionnelles, je ne peux pas faire une conception exhaustive. C'est juste des représentations socio-professionnelles, politiques, de la jeunesse, les femmes, que ce soit dans la préfecture ou dans les sous-préfectures. Au minimum, combien de personnes à ces rencontres? Je ne sais pas, ça va être autour de 100, 200 à chaque fois. Mais, et d'ailleurs, il y a des propositions qui sont faites pour que parfois on ne rencontre pas les autorités au même moment que les habitants, pour éviter justement que la présence de certaines autorités ne compromette la franchise, justement, la sincérité des... Peut-être un mot sur ce guide d'entretien. On aimerait bien savoir, ce guide d'entretien, il contient quoi? Non, mais le guide d'entretien, c'est une forme de document une forme de questionnaire. Il y a un questionnaire, n'est-ce pas, qui est élaboré au regard des questions générales qui relèvent justement de la compétence du CNT. Mais on a estimé que si on part avec des questions exclusivement soumises c'est comme si on guidait, on limitait justement leur vision. Et eux, ils peuvent également nous donner leur perception de la transition, les grandes attentes sur un ensemble de grandes questions, qu'elles figurent justement dans le questionnaire ou qu'elles ne figurent pas dans le questionnaire. Et ensuite, qu'est-ce que nous ferons? Eh bien, nous remonterons, le président du CNT et son équipe technique, notamment, ont élaboré une forme de logiciel, un outil de collecte des données, n'est-ce pas? Toutes les idées collectées seront transmises et ensuite, c'est des documents que seront tirés l'ensemble des recommandations générales. Il y a déjà une plainte de ceux qui sont à l'intérieur. On a écouté Sidi, par exemple, qui dit que les gens de l'intérieur, vous avez parlé de symbolique, ne sont pas représentés au CNT. Est-ce que si on vous le demande, vu que la charte prévoit une possibilité que le CNT la corrige, est-ce qu'il y a une possibilité d'élargir et de permettre à des gens qui sont à l'intérieur du pays d'être représentés au niveau du CNT? Je ne sais pas si les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas représentés au CNT et je ne sais sincèrement pas si il suffit que les gens de Temishal Djibo soient représentés au CNT pour que ceux de Kondou soient bien représentés. Moi, je ne suis pas sûr. Est-ce que les menuisiers sont représentés au CNT? Je ne crois pas. Pourtant, ils ne sont pas moins intéressants. Est-ce que les plombiers sont là? Si les demande... professeurs d'université qui ont aussi réclamé sont là? En gros, je ne suis pas sûr en fait. Si on entre dans cette logique, ça va être au minimum 1000 représentants. Et ce que je vous ai dit ça au début, je pense que ce que je reçois et ce qui m'intéresse moi le plus, c'est le fond du débat. En gros, il n'y a pas de groupe parlementaire à la manière d'une assemblée normale où les gens, à supposer même qu'il y a des divergences internes, défendraient des positions convergentes. Ce que je remarque, c'est que les gens sont plutôt représentatifs justement de Monsieur tel peut représenter telle ou telle idée aujourd'hui. Demain, ça peut être les menuisiers. Demain, en gros, mais des commissions de travail sont créées. Pour l'instant, oui, c'était l'objet justement du règlement intérieur. Et à la suite de l'adoption. Beaucoup de questions avant peut-être la question de... Parce qu'on a encore 4 minutes avant les questions de Moussa Iboun et Emmanuel. La question de Suleiman Doumbouya. Quels sont les grands sujets ou thématiques qui seront abordés avec les populations? Et puis, Moriag aussi qui s'interroge. Et sur comment sera financé le déplacement et l'entretien des représentants de ces associations socio-professionnelles qui vont participer à ces consultations. Comment tout cela va se passer? La première question est une question thématique, la seconde est opérationnelle et financière également, à supposer qu'on veuille qualifier tout ça. Et le premier aspect, il me semble que la question de la détermination des sujets à débattre ne se fait qu'au regard de l'article 57 de la Charte qui définit les missions globales, n'est-ce pas, du CNT, et ensuite d'une manière un peu plus ouverte, puisque le CNRD aussi entretient des relations de collaboration fonctionnelle avec le CNT, on peut estimer justement que ce sont les questions afférentes justement au processus constituant, notamment la responsabilité du CNT, sur la question de la Constitution, même la nature du régime politique. Le problème a été posé, certains ont estimé, mais qu'est-ce que les gens de l'intérieur savent de tout ça? Non, il y a des cadres à l'intérieur qui ont parfois étudié le droit, parfois Sciences Po, parfois sociologie. On ne peut pas avoir un a priori... Mais ces problèmes sont connus. D'ailleurs, c'était l'argument du coup d'État.
tous ces problèmes ont été quand même soulevés, des solutions à apporter, et nous on pensait que au CNT, vous devriez légiférer. Mais est-ce que, quelque part, c'est pas aussi pour gagner du temps, gagner du temps, pour manipuler l'opinion? Parce que nos gens sont capables de dire oui, c'est que quelqu'un nous a dit, c'est que l'abbé a dit, c'est que tel a dit, et finalement, ça peut nous amener au bouleversement. On est habitué à de tels schémas. Sur toutes les questions, on peut avoir deux perceptions. Soit on a. Quel sera le mécanisme de transparence, justement, des conclusions que vous allez ramener de l'intérieur? Le mécanisme de transparence. Oui, non, sur mais les conclusions. Comme je disais, on peut avoir deux perceptions. Soit on a une conception exclusivement pessimiste, et dans ce cas, on a une opinion nécessairement négative sur tout. Ouais. Mais on peut aussi avoir une conception plutôt éclairée, en n'étant pas totalement optimiste, mais une conception pragmatique pour considérer effectivement qu'on ne peut pas, d'une part, à la manière de monsieur, considérer qu'il y a des jeunes ou des parties du pays qui se sentiraient exclus, et dans le même temps considérer qu'à supposer même qu'elles se sentent exclus, de toutes les façons, ce serait inefficace. Il faut qu'on choisisse. Pourquoi on s'est fait représenter à l'Assemblée nationale? On élit les gens par circonscription. Je parle de l'élection, je ne parle pas de nous. Et à la fin, on dit non, vous avez été élu par l'abbé, mais vous ne représentez pas l'abbé. Est-ce que le fonctionnement des régimes politiques, ce n'est pas de cette manière en fait? Vous êtes élu par l'abbé, mais vous représentez Zérekoré, Kouroussa, ainsi de suite. Après, voilà. La toute dernière question avec Moussa Iboun. Voilà, moi c'est par rapport à la une minute. Voilà, la qualité. Bon, je vais vous demander, quel va être l'échantillonnage? Est-ce que vous allez partir jusqu'au niveau des communes rurales? Parce que quand on sait qu'il y en a 35, parce que pour que votre travail soit le reflet de la volonté de tous les Guinéens, j'ai dit qu'il y en a au moins 13 millions, et la Guinée s'étend sur 245 857 km². Est-ce que vous allez partir jusqu'au niveau des communes rurales? Et quand on sait qu'il y en a 305, c'est pour qualifier votre travail et pour que votre travail ait plus de légitimité. Mais quand vous restez au niveau de la préfecture, je crois que cela peut déteindre sur la qualité de votre question est pertinente. Comme je vous disais, c'est un problème de choix parce qu'au final, on pourrait aussi considérer que les districts et les secteurs se plaindraient qu'on se limite dans les communes rurales. Non, mais justement, si on part, on a une conception maximaliste de votre position. Comme ça, on dirait non, on ne se limite même pas dans les communes rurales, on part dans les districts, dans les secteurs. Comme ça, toute la Guinée est représentée, y compris dans les hameaux. Où on considère effectivement que la question elle est très pertinente. Malgré tout, il faut qu'on choisisse de trouver une forme d'équilibre subtil. L'équilibre, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire en sorte qu'on n'exclue pas les communes rurales, mais qu'on fasse en sorte que les gens quittent les communes rurales pour se faire représenter, y compris le maire. Je vous ai dit ça. Bien dit. Merci, ça n'est terminé. Ouais, ça n'est terminé pour aujourd'hui. L'échantillonnage est faible, très faible. Ça n'est terminé, franchement. Et peut-être cette mauvaise nouvelle. On a combien par mois par conseiller? Mais j'en sais rien pour l'instant. Le règlement intérieur n'a rien dit? Mais les dispositions de la charte considèrent justement que c'est le président de la République qui fixe les avantages des conseils. Et vous n'avez pas de véhicule non plus. Nouvelle, justement. Vous n'avez pas de voiture. La prime de mission. Le salaire. Comment? Par rapport à la mission. Pour l'instant, j'en sais rien. Et je n'ai vu personne insister sur la soumission de la connaissance de la prime. Parce qu'on est déjà rassuré. Cette mauvaise nouvelle. Attention, il y a une question très importante. Il ne faut pas assimiler toute l'humanité comme si tout le monde venait chercher des avantages à Conakry. C'est extrêmement important. Moi, officiellement, le salaire des députés passés, ça ne fait pas justement les primes d'excellence de certains étudiants à Paris. Attention, parce que c'est extrêmement important avec ce discours d'argent ou des avantages que les gens... Moi, je vois des pères de famille là-bas qui ont des entreprises, pas moi, mais j'ai vu des gens qui sont vraiment des grands boss. Et franchement, je ne sais pas, ça m'étonnerait qu'ils viennent chercher des avantages au CNT. Il y a même les patronats, les représentants des patronats. Tout à fait. Grand merci, monsieur Conté Benino. Et on vous souhaite bonne mission. Vous partez prendre la route quand? Lundi? Moi, demain, je pense. Demain, dimanche. Demain soir à la Vega. Bien, par la grâce de Dieu. Cette mauvaise nouvelle qui nous tombe, franchement, nos condoléances déjà à la famille Souma. La famille Souma de Fria nous informe, c'est le message qu'on a reçu du décès du maire de la commune de Ratoma, M. Issa Souma, qui est décédé à Tunis suite à une longue maladie. Donc, toutes nos condoléances, nos sincères condoléances donc, à tout le personnel de la mairie de Ratoma et tout le peuple de Guinée, notamment aussi à la famille Souma. Donc, paix à l'âme de notre regretté Issa Souma, qui s'en est allé à jamais. Selon donc, la famille, il a rendu l'âme du côté de Tunis, en Tunisie. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous nos confrères qui étaient là. Grand merci également à notre invité, M. Jean-Paul Coté-Benno, à qui nous souhaitons un bon voyage en direction de la région de la Moyenne-Guinée. Merci à nos équipes en régie et à la transmission. On reprend tout ceci lundi quand il sera 8h sur FM. Portez-vous bien. Bon week-end. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara,
Mamadou Ridialo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.